Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, déjà excusez-moi pour tout le bazar qu'il y a autour, hein, c'est normal, il y a des restes de colis de fans, ainsi qu'absolument tous les autres trucs que je peux faire, hein. Ici c'est ici où je travaille, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est là où je fais tous mes bricolages et autres réparations et autres trucs. Donc si c'est la pagaille, c'est normal, il y a des composants qui traînent partout, des résistances, des condensateurs en tout genre, enfin bref, il y a plein de trucs, des vis, des rondelles, des trucs, c'est normal, c'est comme ça que je bosse, c'est du bordel organisé. Bon, il y a pire bordel chez moi, hein, je vous laisse imaginer. Mais donc, bon, bref, aujourd'hui, on est là pour parler de la Xbox 360 telle qu'elle est sortie autrefois, en fin novembre 2005, ou en début décembre pour nous, le 3 décembre 2005, si je me rappelle bien. Donc cette console a bientôt 10 ans, et pour fêter ses 10 ans, on va tout simplement la démonter, voir ce qui allait pas, voir ce qui ont changé, en parler en détail, et surtout en parler en détail et la voir en profondeur, on va dire. Donc commençons par parler des prix. Alors celle-ci c'est la premium, c'est-à-dire c'est celle qui était vendue le plus cher à l'époque, c'était le modèle haut de gamme. Elle était à 399 €, on peut dire 400, hein. Elle était à 400 € donc, et il y avait un modèle à 300 € qui était légèrement différente. C'est le modèle qui s'appelait Core System. Alors la version Core System, c'est la même, sauf qu'elle a pas le disque dur, à la place elle a une sorte de cache. Elle a pas ce devant métallisé en fait, elle a pas bon c'est juste de la peinture, hein. Elle a pas la façade, enfin c'est pas vraiment juste la façade, c'est juste la partie de lecteur en fait qu'ils ont chromé. On sait pas pourquoi. D'ailleurs, ça vieillit relativement mal par rapport à la version tout plastique de la Core System, qui elle, a tendance à mieux vieillir parce que la peinture se barre pas, elle se griffe moins facilement. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais voilà, c'est l'un des détails justement qu'il y avait à acheter la moins chère. Et à savoir que le disque dur 20 Go qui était donné avec la version plus chère coûtait une fortune si on voulait l'acheter séparément de la console. Donc bon, voilà. À savoir aussi un autre truc, c'est que la version Core System n'était pas vendue avec le micro-casque absolument hideux qui était donné avec. Alors ce micro-casque hideux, bon ça c'est pas le bon, hein, celui-là il est tout noir. La version qui était donnée avec la toute première Xbox était grise, donc en plus d'être horrible à porter, était aussi horrible à regarder. Et une autre différence, c'est que la manette était avec fil, au lieu d'avoir une manette à pile, telle qu'elle est donnée avec la Xbox à l'origine. Alors je dis bien à pile, et non pas une manette avec une batterie ou ce genre de truc. La batterie était achetée séparément, etc. Enfin bon, bref, tant mieux en même temps, parce que la batterie est très mauvaise. J'en ai eu 4, aucune n'est encore en bon état aujourd'hui, quoi. Je veux dire, les batteries sont juste les pires batteries que j'ai vues de toute ma vie. Donc voilà, local à pile, c'était pas une si mauvaise idée, et donc ça fait une manette sans fil. Je crois que c'est la toute première console d'ailleurs, enfin c'est même pas je crois, je suis, on va dire certain à 99,9%, que c'est la première console à être vendue avec une manette sans fil directement et non pas séparément à acheter, genre par exemple pour la Wavebird de la GameCube, fallait l'acheter après avoir acheté la console. Là il suffisait juste d'acheter la batterie après la console. Alors voici une Xbox Core System pour donc comparer, donc vous voyez que c'est exactement la même chose, avec un cache sur le dessus à la place du disque dur. C'était même pas vendu avec une carte mémoire, et à l'époque on ne pouvait pas sauvegarder sur clé USB, donc au final on en avait pour presque le même prix que pour celle-là, si on rachetait une manette et si on rachetait une carte mémoire avec. Donc c'était un petit peu n'importe quoi, c'était juste pour faire genre, regardez on vend une console moins chère, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que ce soit l'une ou l'autre de ces consoles-là, elles sont très chères pour des consoles. On n'a pas tendance à s'en rappeler de ce point-là, mais les consoles autrefois coûtaient beaucoup moins cher, notamment la GameCube, on pouvait l'avoir très peu de temps après sa sortie à seulement 99 €, et à sa sortie elle était qu'à 199 €. La PlayStation 2 aussi était vendue moins cher au départ, il me semble pas qu'elle était à 400 € dès le départ, mais bon, maintenant les consoles sont devenues beaucoup plus chères. Donc bon, voilà, c'est la première à avoir augmenté le prix, on va dire. Donc, comme vous voyez la façade blanche plutôt que d'avoir cette partie chromée. Bon, c'est juste la seule différence. On peut bien entendu enlever ce cache et mettre un disque dur à la place. C'est tout à fait possible, hein, c'est même recommandable, parce que au final le problème c'est que si on avait acheté cette version là et qu'on achetait une carte mémoire dedans,
Si on a une carte mémoire 256MO, on peut faire la mise à jour vers la dernière version du système, ce qui est obligatoire d'ailleurs si on a envie de faire tourner les derniers jeux. On peut faire la mise à jour, mais on n'a plus de place pour sauvegarder. Et si on a une carte mémoire de moins de 256MO, eh bien on peut même pas faire la mise à jour vers la dernière version, donc on peut même pas jouer au jeu sans sauvegarder. C'était bien vu de la part de Microsoft. Donc que ce soit l'une ou l'autre de ces consoles, l'arrière est le même, et l'arrière... Ah oui, c'était vendu avec cette espèce d'autocollant complètement inutile que tout le monde collait l'autocollant à cet endroit-là, mais bon, voilà, il n'y a pas eu de convention à ce propos, hein, c'était pour coller n'importe où. Donc, comme vous le voyez, cette console n'avait pas de port HDMI. Ils l'ont ajouté plus tard, donc ça a beau être la première console HD, entre guillemets, parce que la PlayStation 2 était dans une mesure toute relative capable de faire de la HD. On a bien entendu un port réseau, pas de Wi-Fi intégré, hein. Aucune de ces consoles a le Wi-Fi intégré. Ensuite, enfin je veux dire, même la version la plus haut de gamme, hein, bien sûr, c'est pas comme la PlayStation 3 où le Wi-Fi est arrivé un petit peu après, enfin sur une version un peu plus haut de gamme de la version de base, on va dire. Et ici, nous avons un port USB, en façade, nous avons deux ports USB, qui servent à mettre par exemple la manette avec fil. Alors la Xbox pouvait se mettre dans deux sens différents, hein. Ce sens-là fait partie des sens officiels. D'ailleurs, je pense qu'il est mieux de le laisser dans ce sens-là parce que justement, comme elles ont des problèmes de soudure, c'est très très mal soudé là-dedans. Enfin, vous le savez sûrement si vous vous rappelez des news que ça a fait à l'époque, parce que c'était impossible de passer à côté. Eh bien, vu qu'elle a des problèmes de soudure, je pense qu'il est mieux que les radiateurs, par la gravité, appuient vers le bas de la console, enfin le bas quand c'est dans ce sens-là, plutôt que quand c'est dans l'autre sens, ça torde légèrement la carte mère avec la pression des radiateurs en gros, donc... à mon avis, c'est mieux de la garder dans ce sens-là. Bon, c'est juste comme ça, on va dire, hein, je pense pas que ça fasse non plus une énorme différence, car de toute façon, à mon avis, à notre époque, toutes les consoles de la première génération sont grillées, ou ont été réparées, bien entendu, ou si elles ont été réparées, elles sont regrillées à nouveau, parce que c'est rarement bien réparé. Donc, qu'est-ce que je voulais... Oui, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, d'ailleurs, si vous vous rappelez pas. Et j'ai même fait aussi une vidéo, il y a bien longtemps, avec toutes les Xbox grillées de première génération, que j'ai pu trouver à l'époque, hein, comme vous le voyez, regardez-moi ça. Il y en a une tonne, c'est magnifique, elles sont tous en rod, c'est magique. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon à ce propos? Oui, bah voilà, la console en elle-même. J'ai oublié de vous ramener le bloc d'alimentation, vous allez voir, il est impressionnant, si vous n'en avez jamais eu. Voici l'hyper giga méga bloc d'alimentation qui est donné avec, comme vous le voyez, c'est immense. Et dire que cette partie-là est intégrée dans la PlayStation 3, bon, elle est sortie un peu après, mais quand même, ça compte pas tant que ça, parce que c'est à peu près la même technologie. Même dans un certain sens, la PlayStation 3, toute première génération, celle de la date de sortie, était même plus complexe au niveau du hardware que celle-là, vu qu'elle intégrait carrément la rétrocompatibilité PlayStation 2. Donc bref, regardez le gros bloc d'alimentation, il est épouvantablement gigantesque. Et là, il a une prise, vous voyez, c'est exactement la même prise que celle qu'il y a à l'arrière d'un ordinateur, sauf qu'ils ont rajouté, juste pour faire chier, ce tout petit bâton là ici. Il sert à rien, hein, donc vous pouvez creuser un trou dans un câble d'alimentation de PC, là, à cet endroit-là, vous faites une petite rigole. J'ai vu quelqu'un qui avait fait cette bidouille-là dans une des Xbox que j'avais trouvé une fois dans les poubelles. Il y avait cette espèce de rigole qui avait été fait sur un câble d'alimentation de PC classique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Bah voilà, vous voyez, bon, bah voilà, un énorme bloc d'alimentation. Peu de gens s'en sont rendus compte de ce détail-là, parce que la console fait un bruit épouvantable, alors du coup, ils ont sûrement pas dû entendre ça à propos de ce bloc d'alimentation. Mais ce bloc d'alimentation est ventilé, il a un petit ventilateur ici, qui pousse l'air comme ça dans un conduit, qui passe par-dessus l'intégralité des composants, et pof, ça ressort de l'autre côté. Alors, je vous en démontrerai bien un de ces jours, ouais, bon, je pense pas le faire dans la vidéo, parce que je vais juste m'attarder sur la console en elle-même, mais si ça vous intéresse, je peux faire aussi les accessoires, c'est-à-dire le disque dur, et la manette aussi, et ce truc-là, mais dans cette vidéo, on va faire ça, parce que j'ai déjà plein d'autres trucs à dire, notamment présenter tout le reste des trucs, donc voilà, et vous avez la grosse prise qui vient derrière, à l'autre bout, pouf. Voilà, alors la prise, oups, on voit pas super, j'ai l'impression, voilà, hop. Donc cette prise-là sort à mon avis du 12 volts, du 5 volts et compagnie, exactement comme une alim de PC. Justement, je viens de vérifier, c'est marqué sur le bloc d'alimentation. Elle sort bien du 12 volts et du 5 volts, mais pas de 3,3 étonnamment. La console s'occupe de convertir en 3,3 directement à l'intérieur même du boîtier, ce qui est pas une mauvaise chose. J'ai mesuré des tensions de 3,3 dedans, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a même du 1,68, des trucs bizarres comme ça, enfin bref. Cette console est bourrée de tensions différentes les unes des autres. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, hein, bien entendu. Donc, un dernier truc à voir, c'est la boîte de la machine.
Bon bah c'est pas une boîte de Elite, hein, je vous m'excuse pour ça, mais c'est une boîte de Core System. Donc comme vous le voyez, attendez, je dézoome un petit peu, histoire de mieux voir. Voilà, oh là là, elle est vraiment grosse la boîte, je suis désolé. Donc vous avez cette boîte, alors bien entendu c'est la Core System, donc AV1 avec rien du tout, donc vous avez cette jolie petite pub sympathique pour vous expliquer ce que vous avez perdu en achetant la Core System. Parce que oui, j'ai oublié un truc, mais la Core System, ça c'est marqué nulle part d'ailleurs, mais elle n'est pas fournie avec le câble HD, elle est fournie avec le câble SD horrible, qui fait que sur la moitié des jeux, vous pouvez même pas lire le texte, parce que vu qu'on est passé à la HD, à partir de 2008 ou un truc comme ça, ils ont commencé à faire des jeux où c'est écrit tellement petit qu'on peut pas voir ça sur une télé cathodique, et encore moins sur une télé HD sur lequel vous branchez la vidéo en composite, quoi. Alors peut-être que vous avez pu le remarquer, mais sur le carton, il y avait aussi marqué un truc très bizarre. C'était, vous avez vu très certainement des façades de différentes couleurs. Car oui, ça c'était un argument marketing de l'époque. Un argument marketing un peu bidon, parce que je pense pas que ça ait jamais pris ce truc-là. Mais on pouvait enlever la façade super facilement. D'ailleurs, ça donne un aspect un peu cheap à la console, parce que en fait la console se démonte, surtout au niveau de la façade, vraiment trop facilement. Il est même possible de la recevoir avec la façade déboîtée, vu qu'elle se déboîte très facilement, mais aussi avec les ressorts de ces clapets qui se barrent tout seuls aussi, parce que bon, on n'arrête pas le chip, et vous allez voir d'ailleurs que cette console-là, elle avait quelques détails qui étaient mal vus là-dedans. Donc bon, je vous dis que ça se déboîte facilement, mais c'est difficile de la déboîter avec un poignet qui sert à une seule chose, c'est à tirer le truc vers le haut pour que ce soit dans l'angle. Mais bon, je vais la mettre comme ça. Regardez à quel point ça se déboîte facilement quand on n'a pas les mains occupées. Voilà, ça se déboîte vraiment, vraiment supra facilement. Et vous avez plein de façades différentes, je vais vous en ramener quelques-unes. Voilà, deux façades non officielles, une façade grise, comme vous le constatez, grise, bon, c'est du gris plastique, hein, c'est vraiment, elle est pas métallisée comme le reste de la façade, à la limite ça doit exister aussi, enfin j'en ai même une comme ça, mais elle était vendue avec tout le reste du boîtier, et une façade Adidas, alors ça franchement, je sais même plus où j'ai trouvé ça, j'ai eu la chance, entre guillemets, de trouver ça dans mon KGB quand j'étais en train de ranger mes trucs. Il y a très peu de temps. Et donc, voilà, on pouvait changer les façades. Bon, je pense qu'il y a vraiment pas grand monde qui a... qui a utilisé cette... cette caractéristique étrange de cette machine. Alors, deuxième étape pour la démonter, bien entendu, enlevons le disque dur. On peut même commencer par ça, c'est un petit peu mieux. Donc, hop, le disque dur. Bon, c'est juste, vous voyez, c'est une prise un peu spéciale qu'il y a au bout, mais en fait, c'est juste du serial ATA qui a été remis sur une prise différente, juste parce que Microsoft, quoi. Et donc, vous voyez d'ailleurs que le disque dur a déjà été démonté, en l'occurrence, hein, parce qu'on peut faire des bidouillages sympathiques avec le disque dur, notamment le remplacer par un disque dur de plus grande capacité, mais attention, ça marche pas avec tous les disques durs, car il y a une protection dedans, exactement comme pour le lecteur CD. Vous allez voir que le lecteur CD, il est exactement identique sur toutes les Xbox. Enfin, c'est pas la même marque de lecteur, etc. C'est pas le même modèle et tout, mais les prises sont les mêmes, et c'est compatible avec toutes les Xbox, sauf qu'ils ont fait un truc pour vous empêcher de réparer vous-même votre Xbox, parce que vous pouvez pas mettre le lecteur d'une autre machine. Vous pouvez remplacer la lentille, quelques morceaux comme ça, mais si c'est le PCB du lecteur qui est mort, ça ne marche pas parce que il y a une clé unique dans chaque lecteur qu'il faut retransférer dans l'autre lecteur. Et donc si le premier lecteur a grillé, bien entendu, vous perdez cette clé. Et donc après, il faut vraiment en vouloir pour récupérer ensuite la clé en faisant un hack beaucoup plus compliqué de la console. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, il faut enlever le dessus et le dessous de la console. Pour faire ça, c'est pas forcément très simple, il faut passer ici un tournevis et déclipser les deux trucs de devant, comme ça. On passe derrière un tournevis plat, en fait, et ensuite, excusez s'il est un peu crade, il contient du flux de soudure, bon, donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je passe ça derrière, comme ça, et je tourne un peu le tournevis pour déclipser un cran. Hop, donc, hop, voilà, on passe ça derrière, on pivote un petit peu, voilà. Et ensuite, il y en a plusieurs autres à enlever ici et ici, là, plus loin dans la console, ici et ici, là et là, de chaque côté, pour pouvoir déboîter l'intégralité du truc. Donc, utilisons ce truc-là, donc hop, on le fout vers là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est hop, ici, tac, et ensuite, on essaye de faire comme ça, en tirant très légèrement comme ça, parce que sinon, trop souple mon truc. Je vais prendre une épingle. Voilà, donc avec ce genre de truc, ça marche mieux, ça, je le sais. Donc hop, on fait comme ça, et hop, on voit que ça se déboîte un petit peu. On fait pareil de l'autre côté, au même emplacement à peu près.
Voilà, ça se déboîte. Ensuite, il y a cet endroit-là qui est un peu chiant parce que, comme vous le voyez ici, il y a un crampon. Donc en fait, normalement, il faut enlever le crampon et il y a un trou pour pouvoir passer le truc dedans. Mais c'est tellement chiant à faire. Moi, je préfère faire ça comme ça, même s'il faut y aller beaucoup plus longtemps. C'est l'avant-dernier trou, hein, si vous voyez pas ici. Voilà, alors maintenant, vous avez plus qu'à faire la même chose avec le fond. C'est exactement la même idée. Maintenant qu'on a enlevé le haut et le bas, la meilleure méthode pour ouvrir l'arrière sans avoir à utiliser un outil spécial, c'est de pousser comme ça. Vous poussez. C'est difficile à vous montrer comment je fais, mais en gros, je pousse avec ces doigts-là plus le pouce comme ça pour essayer d'écarter, vous voyez. Et pendant que j'essaye d'écarter tout ça, hop, je pousse dans chaque petit trou qui se trouve là. Alors le précédent propriétaire a visiblement fait des traces. Mais si vous utilisez la méthode comme je le fais, normalement, ça ne fait pas de traces. Ah, j'ai arrêté de pousser et ça s'est remis tout seul. Alors, vous tirez comme ça pour faire de l'espace. Et ensuite, vous faites la même chose avec les crans du bas. Et normalement, c'est relativement facile maintenant, parce que vous avez pu appuyer comme un teubé dessus, mais ça peut être relativement récalcitrant. Voilà, c'est bon. Donc, hop, vous avez maintenant ouvert l'arrière, et il vous reste à déclipser par le devant, donc c'est relativement facile, hein, encore une fois, hop, hop, et hop, voilà, et ensuite, on commence par le haut et on finit par le bas, parce que le bas est clipsé de manière à devoir pivoter plus ou moins pour pouvoir l'enlever sans tout péter. Donc, hop, 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 voilà, maintenant c'est fini, on enlève tout ça, et voilà. Alors pour ne pas l'oublier, je vous conseille d'enlever le bouton éjecte maintenant parce que vous risquez de le péter sinon. Hop, le bouton éjecte qui se trouve ici. Tac tac tac. Allez, hop hop hop. Alors, normalement il faut appuyer sur le truc ici, vous avez une sorte de petit clip mais une autre méthode consiste à tirer dans ce sens-là et ensuite le clip enfin bon voilà quoi. On se fiche un peu du clip. Mais là, celui-là a l'air d'être usé, parce que, bon, voilà, un vieux lecteur CD, etc., parce que ça se clipse sur le lecteur CD. Malgré tout, le bouton est sur la carte mère. C'est assez amusant de la façon que c'est foutu. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que les lecteurs CD de ces consoles-là, la première génération, ils ont tendance à partir en poudre, quoi. Alors un truc à vous dire, c'est que à partir de là, si vous voulez continuer à démonter la console, il vous faudra des tournevis de type Torx. Un tournevis de type Torx, on en trouve relativement facilement. Hein. Il vous faudra, si je me rappelle bien, du Torx 8 et du Torx 6 ou un truc du genre. Non, c'est plutôt du 10 et du 8, je crois. Enfin, difficile à dire. Mais en tout cas, si vous achetez toute la panoplie des tournevis Torx, eh ben, je vous conseille d'acheter les plus petits en partant du Torx 10 a priori. Donc vous démontez d'abord les grosses vis qui se trouvent là, vous avez des très longues vis. Hop, une là, une ici. Hop, une là. Et une ici, une là. On va se rejoindre quand on a fini. Et voilà, donc si vous voulez juste accéder au lecteur CD, vous pouvez retourner maintenant. Si vous voulez enlever la carte mère ou faire de ce genre de truc, je vous conseille de tout dévisser, toutes les vis qui se trouvent en dessous dès maintenant. Mais bon, si vous voulez accéder juste au lecteur CD, on va faire ça comme ça. On retourne la console maintenant. Tac. Et on peut soulever tout bêtement le dessus comme ça, plouf. Parlons un petit peu de ce qui se trouve là-dedans. Nous avons ici un lecteur Toshiba Samsung, ou plutôt Samsung Toshiba, appelez ça comme vous voulez. Donc bon, bizarrement tout le monde appelle ce lecteur le lecteur Samsung, alors que pourtant il est marqué en toutes lettres dessus Toshiba avant Samsung, donc bon, pourquoi pas, hein. Donc vous pouvez enlever la façade du lecteur comme ça, juste en tirant dessus, etc. Vous pouvez faire ça même quand la console n'est pas démontée. Oups. Avec le bouton éjecte, c'est seulement ce bout de plastique à la con qui distingue cette console d'une console Core System, hein, je rappelle. Parce que oui, tout le reste est exactement identique, hein. Ils ont pas du tout amélioré des trucs dedans ou je sais pas quoi. Non, tout est complètement identique. Donc ici, nous avons le truc qui fait bouton power, les LED, vous savez, qui sont en façade, genre les différents joueurs, etc. Ainsi que les erreurs éventuelles, genre le 3 LED, vous savez, le Red Ring of Death, c'est sur ce truc que ça apparaît. Et cette chose-là fait aussi une troisième chose, c'est que c'est le récepteur Bluetooth pour les manettes. Donc, on enlève tout d'abord ce petit bout de plastique, ça se déclipse, hein, comme vous pouvez le constater, c'est très très simple.
Donc nous y voilà pour la façade, tac. Alors bon, ça c'est totalement standard, c'est la seule pièce de la console qui contient de l'électronique que vous pouvez remplacer. C'est vrai en plus, hein, c'est la seule pièce que vous pouvez remplacer sur une console avec une autre sans que ça pose problème. C'est impressionnant, ça n'a aucun sens parce que toutes les autres pièces, ils ont mis une clé ou je sais pas quoi pour vous empêcher de la remplacer, bah pas celle-là. Donc hop, on enlève ça, plop, ça se déboîte, c'est tout. Ensuite ici vous avez un lecteur CD, comme vous le voyez ça ressemble beaucoup à un lecteur CD standard, sauf que il y a deux petites différences. Alors là je viens de débrancher les deux fils qui sont derrière, hein. Vous avez le fil d'alimentation et une prise Serial ATA, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Regardez, je débranche le petit câble, c'est juste un mini Serial ATA, enfin comme je le dis c'est juste une prise Serial ATA, mais c'est le câble qui est mini, hein, il est tout petit, mais c'est du Serial ATA aux deux bouts, hein, c'est exactement du Serial ATA. Le câble d'Alim par contre est très bizarre, comme vous pouvez le constater, il a une prise relativement spéciale. Par contre il transporte du 12, du 5 volts et du 3,3 volts comme n'importe quel Alim le ferait. Et donc bah voilà, c'est tout bête. Mais par contre, un truc à dire, c'est que ce câble-là transporte un autre truc. C'est le bouton d'éjection du CD, qui n'est pas directement sur le lecteur CD. Seule différence qu'il y a avec un lecteur CD normal de PC. Cette prise, la forme de cette prise, ainsi que le fait qu'elle transporte ce signal, et le fait que le bouton éjecte ne soit pas directement dessus, bon c'est pas grand chose, sinon c'est juste un lecteur CD tout à fait classique. Je suis pratiquement certain qu'on peut bidouiller un truc pour faire rentrer dedans un lecteur CD tout à fait classique s'il n'y avait pas eu toutes les sécurités bidons de chez Microsoft en termes de firmware, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte, comme je le disais, il y a une clé unique et ce genre de truc. Mais si on fait sauter toutes ces sécurités-là, je suis pratiquement certain qu'on peut mettre un lecteur de CD normal si on fait tourner la Xbox sous Linux par exemple. Donc on va revenir un peu plus tard sur le démontage du lecteur CD, parce que vous allez voir, c'est très certainement l'un des pires lecteurs CD de tous les temps, ce truc. Celui de la sortie de la Xbox, hein, celui qui est fait par Samsung, est horrible. Il est horrible. Mais alors dans plusieurs trucs, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait que le lecteur CD a la lentille qui peut s'user rapidement. Non, ça ce serait rien. Il y a le tiroir qui veut jamais s'ouvrir. Ça c'est pas que seulement sur celui-là d'ailleurs. Au bout d'un certain temps, le tiroir bloque à l'ouverture. C'est magnifique. Bloque aussi à la fermeture pour certains. Le plastique se décompose. J'ai beaucoup de ces lecteurs Samsung où le plastique de ces parties-là, eh ben, il part en miettes tout bêtement, ainsi que le petit clip pour retenir la carte, le PCB dedans, etc. Enfin bref, on va revenir un petit peu plus en détail sur ce truc-là en vous montrant un autre lecteur CD qui est juste en piteux état, mais alors... Et comme je le disais, ça n'est pas unique, ça n'est pas le seul lecteur CD à avoir eu ce problème. Donc ensuite, nous avons ce petit truc qui est un tube pour l'évacuation de l'air, en fait, pour faire en sorte que l'air soit aspiré des radiateurs et non pas aspiré du vide. Donc ils ont mis cette chose là, je trouve pas que ce soit le mieux fait possible, mais ça va encore. Alors bon, il y a un clip ici pour le retenir, tac, on l'enlève, tac, juste un bout de plastique, hein, c'est vraiment que dalle. Ensuite ici vous avez le ventilateur légendaire, le truc le plus bruyant du monde, le truc qui a fait dire que si la PlayStation 3 elle ressemble à une aile d'avion, c'est clairement la Xbox 360 qui elle fait le bruit de l'avion au décollage, parce qu'ils ont mis un ventilateur qui est à roulement à billes, et ça c'est bien un ventilateur à roulement à billes, mais bon, ça s'use pas vite, c'est juste le seul avantage, parce que sinon ça fait un bruit épouvantable. C'est ce fameux truc. Bon, si vous avez une Xbox Slim ou une des dernières Xbox 360 Fat, vous comprenez pas de quoi je parle. Mais le bruit que font ces ventilateurs, c'est impressionnant. Bon, la seule chose qui fait plus de bruit que ces ventilateurs, c'est le lecteur CD dont je vous ai parlé juste avant. Lui, il est juste phénoménal. C'est l'un des lecteurs CD les plus bruyants de tous les temps, quoi. Alors, vous avez très certainement vu d'ailleurs la prise utilisée pour le ventilateur. Plutôt étrange comme type de prise. Ça ressemble à une prise pour le processeur sur une carte mère de PC. Donc maintenant vous voyez les radiateurs. Alors je rappelle que cette carte mère c'est une carte mère HS complètement, hein. C'est un truc que j'ai trouvé dans les poubelles et elle a très certainement passé au fameux concept qui consiste à mettre la carte mère au four pour voir si ça marche après, ce qui est une très mauvaise idée.
Et donc premier truc que l'on voit, c'est que les condensateurs sont tous gonflés. Malgré tout, ça c'est la seule différence que cette console a avec une vraie Day One. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une carte mère d'une console vraiment Day One. Mais elle marche encore, celle-là. Eh bien, le problème, c'est que les condensateurs qui sont mis à l'origine sont des condensateurs de chez Nichicon, je crois, qui sont nuls à chier et qui gonflent très rapidement. J'en ai justement, j'en ai une qu'il a fallu que je change 3 des condensateurs, il me semble, et une autre où il faut que je les change tous parce qu'ils sont tous en train de partir HS. Bon, là c'est des condensateurs de chez Rubicon qui sont très bons, mais ils sont tous gonflés à cause du fait que c'est passé très certainement dans le four, comme je le disais. Un autre truc qui montre que cette machine a déjà été démontée, c'est clairement le radiateur qui s'est très certainement cassé la figure quand la personne a démonté la carte, la machine. Donc ça c'est... Tout était plié là, bien plus encore que c'est plié maintenant actuellement. Sinon le reste est clairement comme c'était à l'origine, c'est-à-dire ce radiateur qui est un bon radiateur par rapport à ce qui est venu plus tard dans les consoles quand ils ont fait une nouvelle version du processeur qui chauffe moins, ils ont mis un radiateur qui refroidit moins aussi dessus, un radiateur tout en cuivre. Celui-là c'est un radiateur qui a des ailettes en cuivre, un caloduc en cuivre, des ailettes en aluminium, je veux dire, un caloduc en cuivre et le fond en cuivre, ce qui est franchement incroyable. Bon, je vous conseille pas forcément de mettre le vieux radiateur de la vieille console Day One sur une console avec le processeur qui chauffe moins. Je pense que ça sert à rien et ça risque d'ailleurs de rendre complètement confus le capteur de température qui doit se dire tiens, c'est marrant, le processeur est extrêmement froid par rapport au GPU. Bon, donc je pense que c'est pas une bonne idée de mettre le bon radiateur sur la version qui chauffe moins de la console, mais voilà, vous avez un radiateur qui était meilleur autrefois que dans la version suivante de la console, et là ici vous avez un radiateur qui est juste minable. Comme vous le voyez, ce radiateur, c'est de la merde. C'est juste un tout petit morceau de cuivre à la con qui est mis en contact avec le GPU, qui lui par contre, en plus, le pire c'est que le GPU chauffe plus que le processeur. Et bizarrement, enfin bon, il chauffe plus. C'est pas nécessairement vrai. Mais dans la plupart des jeux, le processeur sera moins sollicité que le GPU. Donc, dans la plupart des jeux, même si, théoriquement parlant, le processeur peut chauffer plus que le GPU, la plupart du temps, c'est le GPU qui chauffe plus que le CPU, et voilà ce que se retrouve à avoir le GPU, quoi. De la merde, tout bêtement, de la merde. Donc à peine un an ou deux plus tard, je pense que ça a commencé à partir de 2006, même pas un an plus tard, ils ont commencé à mettre ce radiateur à la place du radiateur précédent, c'est-à-dire que ce radiateur, il a toujours le fond en cuivre, comme celui-là, sauf que, comme vous le voyez, ils ont greffé un caloduc dessus, en cuivre, je disais radiateur en aluminium, excusez-moi, vous m'avez corrigé, je suppose. Donc, bref, le radiateur en aluminium, bien sûr, mais ils ont mis un caloduc en cuivre dessus, qui va ensuite à cette petite ajout qui va se mettre derrière, ici. Comme ça, s'il reste encore un petit peu de souffle d'air à cet endroit-là, ça aspire un petit peu d'air par ce truc-là pour ensuite l'évacuer. Donc c'est sympathique, sauf que ça fait chauffer encore un peu plus le processeur. Donc bah oui, parce que l'air chaud de ce truc-là va ensuite passer dans ce radiateur, etc. Bon, le truc classique. Mais bon, comme c'était le GPU, le truc avait le plus besoin d'un petit peu de refroidissement supplémentaire, c'est une bonne chose, et ils ont gardé ce radiateur pratiquement jusqu'au bout, sauf qu'ils sont revenus à ce radiateur tout pourri pendant une brève période de temps, quand ils ont fait une version qui chauffe moins du processeur graphique. Alors, ils ont fait une version qui chauffe moins du processeur graphique, très bonne idée. Malheureusement, ils sont revenus en arrière sur le radiateur du GPU pendant une fraction de seconde. Ils sont revenus ensuite à celui-là, il me semble. Je suis pas certain, mais je crois qu'ils sont revenus à celui-là ensuite. Je sais pas, une envie d'être un peu radin. Ils avaient envie de remettre les derniers stocks de cette merde. Et pour le CPU, voici le radiateur dont je parlais qui est venu remplacer le radiateur en cuivre et en aluminium, un radiateur tout en aluminium pour le processeur. Alors, à savoir que le premier des deux trucs à avoir une version qui chauffe moins, c'est le processeur, bien longtemps avant le GPU. Donc, et le GPU a eu entre-temps une toute petite révision, je vais vous expliquer en quoi ça consiste un peu plus tard. Donc, ce truc-là, pouf,
c'est comment dire, c'est le nouveau radiateur, comme je le disais, il est tout en aluminium, mais comme vous voyez, il est plus large, il est plus gros. Donc bon, est-ce que ça revient au même? Pas vraiment, parce que la surface qui touche le processeur lui-même est moins lisse déjà, et elle n'est pas en cuivre, elle est en aluminium. Donc bref, c'est pas terrible en fait. Mais bon, comme je le disais, ça ne pose absolument aucun problème, car le composant qui est en dessous chauffe tellement moins, c'est une très bonne chose en fait. Donc ensuite, on va enlever la carte mère. Alors pour enlever la carte mère, vous allez voir un truc ensuite notoirement connu un peu plus tard. Donc vous avez plein de petites vis ici. Alors là, il y en a une qui manque parce qu'on peut plus en mettre parce que l'ancien propriétaire a dû jouer les bourrins. Ensuite, là, il y a deux vis aussi qui ne marchent plus, mais à ces trois endroits-là, vous avez des vis normalement, là où moi je n'en ai pas. Donc vous dévissez ça, tac tac tac. Alors maintenant que vous avez enlevé toutes les vis de la carte mère, il vous reste des vis qui sont reliées en réalité au radiateur. Et vous voyez ces espèces de X, ça c'est le symbole du gars qui a décidé de faire un truc en forme de X parce que c'est la Xbox et que en réalité c'est n'importe quoi au niveau de la fixation. Vous allez comprendre, c'est un truc bien trop compliqué et bien trop mal conçu. Je sais pas pourquoi ils l'ont gardé jusqu'au bout ce système de fixation, en tout cas jusqu'à la Slim, parce que c'était sûrement la pire idée de la console. Ils auraient dû remplacer ça dès le début, parce que les radiateurs sont mieux fixés si on met des boulons dessus. Oh, c'était très certainement pour économiser de l'argent sur l'assemblage, mais vous allez voir que c'est un cauchemar. Si vous avez besoin de démonter une Xbox jusqu'à la carte mère, ne remettez surtout pas ces trucs-là si vous enlevez les radiateurs. Ce qui est une bonne idée, si vous avez enlevé la carte mère, autant enlever les radiateurs et changer la pâte thermique. Donc pourquoi pas. Mais donc ne remettez surtout pas ça, parce que vous allez en chier ensuite pour les renlever, surtout qu'en plus il y a un problème qui risque de se produire, c'est que ça risque d'être la partie qui se visse dans le radiateur qui risque de se dévisser à la place de cette petite vis noire dessus, et si ça se produit, oh vous allez en chier les gars, vous allez en chier, mais alors à un point, vous risquez de tout bousiller. Donc ne prenez jamais le risque de remettre ces trucs si vous les avez enlevés. Jamais. Moi j'ai fait l'erreur une fois, c'est pour ça que je vous dis ça. Et donc acheter à la place, il vous faut par composant, il vous faut 8 rondelles et 4 boulons que vous pouvez acheter n'importe où, genre à Leroy Merlin, Conforama, Bricomarché, Bricorama, voilà plutôt, et Bricomarché, vous trouverez très certainement votre bonheur, hein. Et donc, vous pouvez les acheter directement sur internet, hein, bien sûr, sur eBay ou peu importe. Il y avait des gens autrefois qui vendaient ce genre de kit, ce qui était complètement débile parce que c'est pas ça qui permet de réparer la panne, hein, pour information, ces boulons. Ou alors si ça permet de la réparer, ce sera très provisoire. Mais en tout cas, voilà, ces boulons-là, ça permet de bien mieux tenir le radiateur sur le composant. Donc ensuite, hop, on dévisse tout ça. Une fois qu'on a enfin fini par dévisser ces 8 trucs, j'espère que mon coude n'est pas passé trop souvent devant la caméra, voilà, eh bien, vous vous retrouvez à avoir enlevé la carte mère. Il n'y a plus rien normalement qui le tient. Alors, pour l'enlever, je vous conseille de commencer par le devant, puis vers l'arrière, et en plus, vous n'avez pas besoin d'enlever le ventilateur, hein. Je l'ai juste enlevé pour le style. Donc, si vos radiateurs ne sont pas tenus solidement, comme avec la technique qu'utilise Microsoft à l'origine, vous pouvez tenir par le port carte mémoire ici qui se trouve devant, ou par là si vous voulez, mais vous pouvez aussi y aller en tenant par le radiateur, comme ça. Voilà, maintenant il nous reste plus que le principal, disons qu'il nous reste plus que le plat de résistance. Donc hop, vous avez ici 2 croix, et ça c'est vraiment le truc le plus débile que j'ai vu de toute ma vie. Pour les enlever, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, vous allez en chier. Donc vous avez ces espèces de croix, la meilleure technique que j'ai trouvée pour pouvoir les enlever, c'est de pousser comme ça et de le ressortir. En fait c'est clipsé à chaque bout là ici, et là vous avez un petit bout de plastique qui va appuyer au milieu du truc, mais au milieu du truc vous avez des petits composants ensuite tout autour qu'il faut surtout pas péter. Ce sont des petits condensateurs de filtrage du processeur. Donc on va commencer par le processeur, justement, que vous puissiez voir ces petits condensateurs, même s'il est recommandé de commencer par le GPU parce que le GPU, en fin de compte, c'est lui qui aura besoin souvent d'une réparation. Mais souvent, ce que je voulais dire par là surtout, c'est que
il y a moins de composants en dessous, il me semble, si je me souviens bien. Donc pour l'enlever, vous allez voir, c'est pas si facile, hein. Des fois ça marche tout seul, des fois ça marche pas. Donc on pousse comme ça, là, on met un tournevis, on peut prendre le Torx justement, si on veut. On le met ici, là, dans le jour qui se trouve là, et on pousse comme ça, vers là. Voilà, voilà, tac, tac, on le fait un petit peu. Ensuite, on peut aussi pousser, enfin, tirer dans l'autre sens aussi pour voir. Hop, ça tord un peu, c'est normal. Faites-le pas trop fort, hein, bien sûr. Et ensuite, vous vous mettez à l'opposé de celui que vous venez de faire. Tac, vous vous mettez là. Et vous poussez à nouveau de la même façon, dans les deux sens. D'abord comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et pof, ça a enfin réussi à se barrer. Voilà, et vous faites pareil ensuite de l'autre côté. Mais vous allez en chier, hein, je vous le dis, parce que c'est pas si simple. Hein. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça veut pas. Donc maintenant, on passe de l'autre côté. Des fois, on a de la chance, des fois, on n'en a pas. Et quand on n'a pas de chance, je peux vous dire qu'on en chie comme un fou. Ça a déjà été démonté hein, sur celle-là, donc c'est peut-être plus facile. Donc voilà. Ensuite, voici le moment de vérité où vous avez vos petits composants en dessous. Et là, vous voyez que, ok, vous avez réussi à enlever ces deux trucs-là, mais comment faire pour enlever les deux premiers de l'autre côté? Donc normalement, c'est soudé à la pâte thermique, donc du coup, le GPU se barre pas. Qu'est-ce que je raconte, le radiateur se barre pas. Donc ensuite pour l'enlever, alors c'est n'importe quoi. Ça marche jamais comme il faut, de la même façon. Donc vous trouvez un truc, c'est nimp. Faut improviser quoi. C'est ridicule. Donc hop, hop, on peut toujours essayer de faire comme ça. Tac tac, allez, allez, parce que c'est vraiment, c'est enfoncé dedans, mais au poil de cul, c'est un truc de dingue. Voilà, et en plus il y a l'autre qui gêne en face, bien sûr. Valait mieux que ce soit ces deux-là qui se déboîtent, mais bizarrement ce sont ces deux-là qui ont voulu se déboîter. C'est impossible de choisir lesquels vont se déboîter, hein, bien sûr, parce que ouais, sinon ça nous arrangerait, hein, mais c'est pas ce que Microsoft voulait. Donc, oh putain, oh là 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 là, ces trucs-là, mais sont responsables d'un nombre de pannes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, et qui ensuite ont essayé de les réparer eux-mêmes, mais à la place de le réparer, ils ont encore plus foutu la merde à cause justement de ces trucs. Voilà, pouf. Et là, normalement, j'ai fait bien les choses, même si ça avait l'air relativement violent. Voilà, maintenant, pouf, on enlève le radiateur. Alors, vous avez une pâte thermique absolument horrible, parce que normalement, le but d'une pâte thermique, ce n'est pas de faire une sorte de grosse bouillie dégueulasse, mais bon, beaucoup de gens pensent que le problème de cette console, c'est qu'elle chauffe trop, c'est vrai qu'elle chauffe beaucoup, mais c'est pas ça qui pose le problème de la panne. Ça n'a absolument aucun rapport avec la température, le fait que... Parce que, pour information, pour dessouder un composant comme ça, faut y aller à presque 250 degrés pour dessouder un composant comme ça. Et encore, c'est en chauffant l'intégralité de la plaque à cette température-là, parce que si vous avez juste le composant qui lui-même chauffe à 250 degrés, ça fera dessouder rien du tout, parce que la plaque en elle-même reste à une température inférieure. Pour information, la température c'est environ 232 degrés si on veut être précis, on va dire 235 pour voir large, et il faut du flux de soudure aussi pour que ça se dessoude relativement facilement. Si vous mettez pas de flux de soudure, rien ne va fondre et vous ne réparerez jamais aucune panne, ni vous ne dessouderez quoi que ce soit. Et comme la console est conçue pour couper en urgence à 120 degrés, ça ne va jamais se dessouder. Donc c'est juste que ça a été mal soudé dès le départ, hein, pour information. Ça n'a aucun sens. Toutes les personnes qui ont répandu cette idée comme quoi ça se dessoudait tout seul n'ont absolument rien compris. C'est des gens qui n'ont jamais soudé quoi que ce soit de leur vie. C'est impossible de dire ça quand on a déjà soudé quelque chose. Quand on voit à quel point une petite soudure de rien du tout peut être solide, une petite soudure d'un milliardième de millimètre bien faite, vous pouvez tirer sur le fil, c'est le fil qui va couper au lieu que ce soit la soudure qui va se casser. Si c'est bien fait une soudure, à froid, ça ne casse pas. Et 120 degrés, c'est à tiède, quoi. Donc, maintenant, hop, je sais même pas si 120 degrés, ça fragilise la soudure, ne serait-ce qu'un petit peu. Vous voyez, là, ça a même pas enlevé celui-là qui est à l'opposé, ça a enlevé celui-là qui est là. Je vous l'ai dit, ça n'a absolument aucun sens, ce truc. Ça ne... comment dire, ça ne suit aucune loi physique, ce truc. Ça n'a aucun sens. Donc maintenant, encore une fois, on se retrouve avec les deux autres bloqués, là, c'est la joie, c'est mali... Donc vous voyez que au début, je respectais pas tant que ça à propos de cette console, mais là, vraiment, là, c'est...
regardez la conception et la fabrication de la PlayStation 3 en interne, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus aussi un de ces jours. Vous verrez que c'est tellement mieux construit. C'est juste impressionnant. Donc, bref. Oh, putain, c'est nimp. Parce que ça reste bloqué en position mi-déboîtée, on va dire. Et à partir de là, alors là, mais pour déboîter le truc entièrement, mais c'est impossible. C'est juste n'importe quoi. Donc, en plus, on les tord dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je vous déconseille de le remettre. Hein. Si vous l'avez enlevé une première fois, le truc, il sera trop abîmé pour que je vous conseille de le remettre. Hein. Il y en a qui conseillent de réparer ces consoles en remettant ce truc-là parce qu'ils pensent que ce truc-là améliore l'intégrité du truc, c'est-à-dire le fait que ça se plie moins et tout ça, etc. Donc du coup, ils les gardent et tout. Et bon, non, ça n'a absolument aucun sens. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. La seule chose auquel ça peut servir, c'est si vous essayez de réparer ça avec la pression sur les puces de RAM, là, comme certains font, mais c'est pas viable comme réparation. Je veux dire, beaucoup de gens ont essayé de se convaincre que ça allait durer longtemps, mais c'est de la méthode Coué, quoi. C'est... Hop, voilà, j'ai réussi à l'enlever, putain. Au bout d'un moment, faut se dire, bon, allez, on tente le tout pour le tout, on l'enlève. Bon, et voici le petit radiateur à la con. Donc bref, je vous le redis, vous avez la pâte thermique la plus chiante du monde à enlever. Pour enlever ça, il vous faut du wet spirit, sinon ça se barre pas, c'est tout aussi simple que ça. Et sur le composant, alors là, moi, vous voyez que là, je l'ai très bien nettoyé, ce composant, avant d'essayer de réparer cette carte mère. J'ai tenté un reflow pour info. Et même si à mon avis c'est autre chose qui a pété, ou alors c'est le composant lui-même qui a pété, parce que vu que tous les composants, tous les condensateurs ont gonflé, a priori son four devait être tellement fort, à mon avis ça a fait péter un composant pour de bon. D'ailleurs il y a un composant qui chauffe à une température extrême, cette puce de RAM, donc a priori c'est cette puce de RAM qui a pété pour de bon. Donc bref, tentez pas la technique du four, ça sert à rien, hein, encore moins du four micro-ondes, hein, ça sert qu'à péter votre four micro-ondes, parce que ça n'existe pas, hein, la technique du four micro-ondes. Alors donc parlons de cette console un petit peu en détail. Elle a des particularités très spéciales, notamment par exemple vous avez ces 4 puces de RAM, alors c'est 8 puces de 64 mégaoctets, mais plus tard ils ont fini par faire en sorte qu'il n'y en ait plus que 4, 228, pourquoi pas, c'est mieux. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc vous avez ces puces-là, vous avez 512 en tout, hein, si vous avez bien compté, 512 MO de RAM. Ici, vous avez le composant qui est le GPU. Le GPU, c'est ce petit truc au milieu, là, ici, là, hop. C'est ce qu'on appelle un die, hein, pour information, cette chose-là, brillante et tout. Donc, voilà. Et ici, vous avez une deuxième puce. Cette puce-là, en fait, c'est une sorte de cache L3 pour le GPU. C'est-à-dire que vous avez une sorte de cache externe qui se trouve là. Je sais plus si on appelle ça de la EDRAM ou de la VDRAM ou de la... ou je sais plus quoi. Je sais plus. En tout cas, c'est de la RAM graphique supplémentaire, super rapide, 10 mégaoctets, qui permettent de contenir un petit peu de mémoire sympatoche comme ça, là, qu'on a besoin d'accéder très souvent pour pas avoir à aller le chercher à chaque fois dans la RAM standard. Ici, vous avez le CPU, et chose amusante, c'est pas du tout comme ça dans un PC, bien sûr, vous avez les puces de RAM connectées au GPU, et c'est le GPU qui est connecté au CPU, et c'est le GPU qui partage sa RAM avec le CPU, et non pas l'inverse. Vous savez, quand vous avez un composant, vous avez un GPU intégré au processeur, ou à la carte mère autrefois, eh bien c'était le processeur, le CPU, qui partageait sa mémoire vive avec le GPU. Et ben c'est totalement l'inverse là-dedans, et ce n'est pas non plus 2 blocs de RAM dédiés, c'est pas vous avez tant de RAM pour le GPU, tant de RAM pour le CPU, non, c'est de la RAM partagée entre les deux. Donc voilà, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée du tout. Bon, malgré tout, ça veut dire que même pour l'époque, en PC, ça faisait très peu de RAM graphique et très peu de RAM processeur, parce que 512 pour le GPU et pour le CPU, ça veut dire qu'en gros, c'est comme si vous aviez sur un PC de la même époque, à l'époque, beaucoup de PC avaient 1 gigaoctet de RAM ou plus, on peut dire à la programmation d'un jeu de mettre plus de RAM pour le processeur, plus de RAM pour le GPU, bref, on partage un petit peu tout ça comme on veut, malgré tout ça fait très peu. Ici vous avez une NAND flash qui contient en fait le système d'exploitation de la Xbox, ou plutôt une partie du système d'exploitation, parce que maintenant avec les nouvelles versions donc de la Xbox,
il y a besoin de plus de place que ce truc peut contenir, donc une partie va dans la carte mémoire, comme je vous l'ai expliqué avant, ou dans le disque dur, à savoir que la carte mémoire, c'est pas une très bonne idée, étant donné que, à moins d'en avoir une qui contient énormément, vous allez la remplir avec le système d'exploitation, et ici vous avez le South Bridge, parce que oui, le North Bridge est intégré là-dedans, c'est-à-dire le truc qui fait contrôleur mémoire, et ici vous avez ce qui gère le Serialata notamment, et quelques autres trucs de ce genre. Je ne suis pas je suis pas certain que ça fasse grand chose d'autre que gérer les cartes mémoire, le lecteur CD et le disque dur. C'est vraiment ce que je pense que ça fait que ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le South Bridge, donc, comme sur un PC, hein, vous avez une carte mère avec, sur la carte mère, vous avez un North Bridge, un South Bridge. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'un South Bridge, mais voilà, c'est un peu le même type de configuration. Et ici, vous avez le chipset ANA, comme il s'appelle, ANA, qui est devenu ensuite le HANA, parce que en fait c'est le truc qui transforme le signal vidéo en signal analogique, comme ANA comme analogique en fait, et ça le sort par ce truc là. Sauf que ensuite ils l'ont appelé HANA parce que il transforme en analogique ou en H comme HDMI. Donc voilà, et il est devenu beaucoup plus complexe. Là vous voyez qu'il se soude par le côté. Dans les prochaines versions, celles qui ont le HDMI de cette console, c'est un BGA comme les autres, ce qui le rend vulnérable aux problèmes de soudure, lui avec. Ils l'ont ajouté avant qu'ils aient résolu leurs problèmes de soudure toute foireuse chez Microsoft. Donc ça fait un composant supplémentaire avec ce problème. Donc comme je le disais, il y a plusieurs composants qui peuvent être concernés par ce problème. Le CPU, le GPU, les puces de RAM, devant ou derrière. Le South Bridge, et après ensuite le composant supplémentaire pour gérer la sortie vidéo. Donc bravo, j'ai envie de dire bravo. Donc maintenant que nous avons vu la partie visible de l'iceberg, parlons de ce qui ne se voit pas dans tout ce fatras. Donc je vous ai déjà parlé de cette petite puce. Donc cette petite puce, c'est comme je le disais, une sorte de puce de RAM hyper rapide qui est reliée directement avec le GPU. Et cette petite puce de RAM rapide, elle chauffe beaucoup, exactement comme le GPU ou le CPU lui-même. Cette petite puce, donc la première puce à avoir chauffé moins, c'est le processeur. Ensuite, cette petite puce, dans la version Falcon de cette machine, celle qui commence à avoir moins de problèmes de BGA, c'est-à-dire moins de problèmes de soudure, ils ont aussi... pratiquement plus même, c'est la version à partir de laquelle ça a commencé à être réglé, c'est cette petite puce et non pas le GPU qui a commencé à baisser en taille, ce qui permet de faire en sorte qu'elle chauffe moins et donc du coup de faire en sorte que cette zone-là chauffe moins après avoir fait en sorte que cette zone-là chauffe moins. Et ensuite la dernière version, je crois qu'elle s'appelait Jasper, avant de passer à la version Slim, avait un GPU qui chauffe moins, lui aussi miniaturisé un petit peu. Donc parlons un peu des caractéristiques du GPU. Alors le GPU c'est à peu près la même chose qu'une carte graphique ATI de la même époque sur PC, donc c'est plutôt pas mal. Et pour le CPU, lui c'est un CPU PowerPC, c'est un CPU donc il s'appelle le Xenon en fait, mais bon en réalité il s'agit à peu près de la même chose qu'un PowerPC G5 amélioré, et il s'agit aussi il est très semblable au processeur qu'il y a sur la PlayStation 3. Alors le processeur qu'il y a sur la PlayStation 3 a beaucoup de cœurs. Il en a, il me semble, 10, dont un désactivé, ce qui fait 9 ou un truc comme ça. Je suis plus certain du compte, à moins que ce soit, il en a 7, dont un désactivé qui fait 8. Donc, enfin bref, il a un nombre de cœurs phénoménal. Sauf que il a plein de tout petits cœurs et 2 gros cœurs. Eh bien, cette console-là, ils ont pris les 2 gros cœurs, et à la place, ils en ont mis 3, tout bêtement, au lieu de mettre tous les escadrilles de petits cœurs qui servent à rien. Et ce processeur-là, il ressemble un petit peu au processeur Intel Atom, en fait, ce qui n'est pas forcément très joli à voir, d'ailleurs. Donc, au Intel Atom, pourquoi pas les Intel Atom actuels, hein, les Intel Atom du début des Intel Atom, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas le out of order, c'est-à-dire que il exécute toutes les instructions dans l'ordre et non pas dans le désordre. Ce qui veut dire que le fait qu'il exécute les instructions dans l'ordre fait que le processeur n'est pas utilisé à son maximum, à son potentiel maximum. Parce que il peut pas faire en sorte que pendant qu'une instruction simple se fait, on occupe une autre partie du processeur avec un truc un peu plus compliqué, etc. et on les enchaîne de manière plus logique. Donc voilà, ça gâche des performances. Pour rattraper ce gâchis de performance, ils ont fait en sorte que chacun des cœurs peut gérer 2 processus à la fois, exactement comme le Pentium 4 en fait.
et comme le Intel Atom en fait, en réalité aussi. Donc c'est une bonne technique, sauf que ça permet de faire, ça fait en sorte que c'est pas si facile d'obtenir 100% des performances du truc. Il est plus facile d'utiliser 3 cœurs qui sont à 80% de leur potentiel, plutôt que d'utiliser les 6 processus exécutables en même temps sur ce truc-là, et en utilisant 100% du potentiel de la machine. Parce qu'on peut déjà avoir une grande partie du potentiel de la machine en utilisant que un processus sur 2 par cœur, quoi. Donc a priori, la grande partie des jeux qui sont sortis au départ sur cette console devaient pas se faire chier, comme je le disais, à utiliser l'intégralité du truc. D'ailleurs, comme je le disais à nouveau, hein, je l'ai déjà dit avant, mais le CPU lui-même a tendance à moins chauffer que le GPU sur les premières consoles, et surtout avec les premiers jeux, parce que bon, c'était pas très utile d'avoir autant de performance CPU pour... malgré tout, le processeur a beau avoir l'air très performant, parce que 3 cœurs, 6 processus à la fois, et le fait qu'il tourne à 3,2 GHz, 3,2 GHz, c'est énorme hein, pour l'époque. Bon, non, c'est énorme pour l'époque si ça avait été un corps de duo. Bon, il n'était pas encore sorti le corps de duo, mais bon, si c'était un Pentium 4, c'était pas terrible, parce que, bon, un Pentium 4, ça a une fréquence extrêmement haute pour pas grand-chose. Mais avec 3 cœurs, les Pentium D à l'époque, c'est-à-dire les Pentium 4 dual-core, n'avaient que 2 cœurs, maximum 4 processus à la fois, et non pas 6. Et c'était seulement pour les versions extrêmes, parce que les Pentium D de l'époque n'avaient pas l'hyper-threading, donc ils ne faisaient fonctionner que 2 processus à la fois pour limiter la chaleur dégagée. Donc, ce truc-là, il est pas mal au niveau des performances, ce processeur. Sauf que pour atteindre une telle fréquence, pour atteindre on va dire, une température qui est malgré tout relativement convenable, eh bien, voilà, et avoir, comme je disais, 3 cœurs, l'hyper-threading, une température qui reste convenable, on va dire, eh bien, le processeur est en fin de compte pas aussi performant qu'on pourrait le croire. Il faut savoir que ça ressemble un petit peu au PowerPC G5 qu'il y avait dans les Mac à l'époque, et ils étaient caractérisés par une chose, beaucoup de température, peu de performance par rapport à la température dégagée, et une fréquence très haute par rapport aux performances dégagées. Exactement comme le Pentium 4. C'était l'idée de l'époque, on va dire. Que ce soit le Pentium 4 ou les Mac ou peu importe. L'époque, c'était l'époque du on met une fréquence de ouf, mais les performances sont pas terribles. Eh bien, cette machine n'a pas du tout échappé à ce problème. Donc bref, ceci est la Xbox 360 si vous ne connaissez pas exactement les détails techniques. C'est une console qui est vraiment sympathique, hein, je dirais, au niveau de techniquement parlant, mais au niveau de la qualité de fabrication, au départ, c'était n'importe quoi. Et jusqu'à la Slim, j'ai envie de dire que c'était encore très amateuriste. C'était vraiment... Non mais je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Microsoft, mais déjà le PCB est relativement fragile, relativement souple pour une console comme ça. Il est consolidé par rien du tout. Vous verrez quand je démontrerai la PlayStation 3, vous allez pas en revenir. La PlayStation 3, c'est plein de couches de métal pour rigidifier tout. C'est un radiateur qui est extrêmement bien conçu, un ventilateur relativement silencieux mais gigantesque. C'est incroyablement mieux conçu. Bon, certes, il y a eu des problèmes aussi, mais les problèmes sur la PlayStation 3 ont pas duré longtemps, alors que les problèmes sur la Xbox ont duré pendant je sais pas combien de temps, hein. Par contre, une chose à dire, c'est qu'au niveau des performances, souvent la PlayStation 3, on dit oui, elle est capable de mieux, etc., etc. En réalité, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup mieux, surtout qu'en plus, vu que la Xbox 360, en tout cas dans notre partie du monde, elle a pris, on va dire, le dessus au niveau des ventes, eh bien, malheureusement, la PlayStation 3 a été très souvent sous-exploitée. Alors, elle a plus de cœurs, mais c'est plus difficile à programmer, donc du coup, vu qu'il y a plein de cœurs, plus il y a de cœurs, plus c'est difficile de programmer ça de manière, on va dire, convaincante, quoi. Donc c'était pas forcément stratégiquement une bonne idée de mettre plus de cœurs. Et pour le GPU, c'est un GPU Nvidia et pas un ATI, ce qui fait que si on veut faire un jeu multiplateforme, a priori il est plus facile d'optimiser pour la console des deux la moins performante, et de l'autre côté porter rapidement pour la plus performante des deux. Donc au final on se retrouve avec des performances quasi identiques, même si c'est vrai que la PlayStation 3 est capable d'avoir un petit peu mieux. Mais pour le CPU c'est faux. Et le CPU, c'est malheureusement ce qui est devenu l'élément limitant de ces consoles plus rapidement que le GPU, alors que le GPU est limitant aussi, mais
des deux, dans l'équilibrage de la console, eh bien, le CPU de la Xbox 360 était en réalité plus performant que celui-là de la PlayStation 3, dans la plupart des cas, étant donné les 3 gros cœurs qui ont 6 processus, plutôt que d'avoir sur la la PlayStation 3, 2 petits cœurs. Je pense pas qu'ils soient capables de plusieurs processus, ces 2 petits cœurs, mais c'est 2 gros cœurs, je veux dire, avec plein de petits cœurs en gestion comme ça, oh là là, c'est très bizarre. IBM a construit, pour information, ce processeur pour leurs propres besoins, pour un super ordinateur, hein, le processeur de la PlayStation 3. C'est pas un processeur qui a été fait exprès pour la PlayStation 3, le processeur en question, le Cell, il s'appelle le Cell. Et donc ce processeur-là de la PlayStation 3, en fait, il a pas du tout été fait pour. Les 2 gros cœurs qu'il y a sur la PlayStation 3 sont en réalité faits pour gérer les petits, et non pas pour être utilisés en tant que tels. En réalité, sur la PlayStation 3, ils sont utilisés en tant que tels, et il faut que les développeurs se démerdent pour utiliser les autres. C'était pas une bonne idée. Ils auraient dû faire la même chose que Microsoft, et demander à IBM de faire une version customisée avec 3 gros cœurs et puis basta. C'était une meilleure idée, je trouve. Et maintenant, pour terminer, on se retrouve face à l'engin de la honte, à savoir le lecteur DVD de la version de base sortie au tout départ de la Xbox 360. Il a été remplacé très rapidement. Il a été remplacé par des Hitachi, qui sont convenables mais qui ont aussi beaucoup de problèmes. Et enfin, quelques temps plus tard, genre je crois que c'est vers 2007, début 2008, un truc comme ça, ils les ont remplacés par des Lighton, et juste avant les Lighton, ce qui était ou Lighton si vous préférez, c'est Litéon, mais bon, c'est Philips en fait, hein, qui se cache derrière ça. C'est Philips qui fait ces lecteurs DVD qui sont relativement bons à côté de ceux qu'il y avait avant, mais ils ont toujours des problèmes. L'usure fait que l'ouverture du lecteur DVD pose des problèmes des fois aussi. Enfin bon, bref, il y a toujours des problèmes avec le lecteur DVD, mais il y en a beaucoup moins. Et donc je disais fin 2008, c'était les Lighton, mais en début je crois que c'est en mi-2007, un truc comme ça, ils les ont commencé, ou fin 2007, ils ont commencé à les remplacer par des lecteurs quasi identiques, qui sont faits, eux, par BenQ. En tout cas, ces nouveaux lecteurs sont tous tellement meilleurs que les Samsung, c'est impressionnant. Donc là, vous avez un Samsung, parce que je vous l'avais dit, il y en a un qui était en très mauvais état, alors il a un boîtier custom, on va dire, un truc spécial qui a été racheté justement parce que tout était en train de se barrer en lambeaux. Mais comme vous le voyez, on a été obligé de garder bien sûr la partie en plastique. Et comme vous pouvez le constater, mais regardez, mais il y a tout le plastique qui se pète en petits morceaux, c'est un truc de taré quoi. Vous voyez ici, là, normalement il devrait y avoir un bout de plastique entre les 2 morceaux de ferraille ici. Et là vous en avez plus, car il s'est pété encore, tout le plastique se pète. Ce plastique est d'une fragilité mais impressionnante, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi le plastique du lecteur CD aussi fragile. 10 ans plus tard, il en reste plus rien. La moitié des lecteurs Samsung que j'ai en ma possession, et je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Je crois que j'en ai eu au moins 10 avec le temps. Il y en a la moitié qui sont en train de se décomposer. C'est impressionnant. Et quand je dis en train de se décomposer, je parle du plastique. Parce que, bien entendu, il y en a que 2 sur les 10 qui ont pas de problème du tout, il n'y a pas eu besoin de les bidouiller, mais tous les autres, il a fallu que je remplace la courroie par un élastique parce que le truc ne s'ouvre pas, que je remplace parfois la lentille, ou que je la réajuste, que je réajuste les potentiomètres pour régler le truc, enfin bon, il y a eu une bidouille qui permet de faire ça, il y a plein de trucs à faire, il y a aussi des soudures que j'ai oublié de faire, j'en ai même eu un où le PCB a grillé, quoi, c'est magnifique, quoi, c'est vraiment le truc de la loose, quoi. Tout est foutu. J'ai jamais eu... Bon, je veux dire, j'ai eu beaucoup de Xbox 360, j'ai eu beaucoup de PlayStation 3. J'ai eu beaucoup de PlayStation 2, j'ai eu plein de consoles, en fait, entre les mains, parce qu'à une époque, je les réparais. Et donc, toutes ces consoles-là, très souvent, il y a une panne qui pose problème, et c'est tout, quoi. Genre, par exemple, il y avait un modèle de PlayStation 2 où la lentille arrêtait pas de griller. Voilà, bon, après cette panne-là, c'est bon, une fois qu'on sait la réparer, c'est celle-là à réparer. Sur la Xbox 360, il y a plein de pannes. Mais rien que dans le lecteur CD, c'est là où, à long terme, je veux dire, à court terme, c'était surtout la carte mère, mais c'est-à-dire les condensateurs ou, bien entendu, le fameux problème, le truc le plus courant, les soudures. Mais une fois qu'on avait réparé ça, on se retrouvait avec une console où
très peu de temps après, genre quand la console avait genre 3 ans ou plus, on commence à avoir des problèmes de lecteur CD dans tous les sens, En fait, il y a aucune panne dans le lecteur CD qui n'existe pas. C'est-à-dire que, comme je le disais, le PCB qui grille, la lentille qui grille, la lentille qui se déplace plus comme il faut, le lecteur qui s'ouvre plus, le plastique qui se décompose, il n'y a pas une seule pièce qui déconne pas, je veux dire, il n'y a pas une seule pièce qui déconne pas. Comme je le disais, habituellement, c'est une panne générale très courante et les autres sont pas courantes du tout. Non, toutes les pannes sont très courantes, et pratiquement tous ces lecteurs sont voués à avoir chacune de ces pannes les unes après les autres, sauf peut-être quand on a fini par réparer toutes ces pannes, je ne sais pas. Et le problème, c'est que il y avait des gens qui hackaient ces consoles, et ça existe sûrement encore, pour faire passer les jeux copiés. D'ailleurs, c'est stupide, parce que il faut savoir un truc, c'est que si on achète d'occasion ou neuf après sa sortie, quelque temps après sa sortie, les jeux sur cette console, ils sont pas beaucoup plus chers que d'acheter un CD regravable un CD non regravable justement, double couche, parce que ça existe pas en regravable, pour la Xbox 360 quoi. Tu graves un CD dessus, le CD coûte à peu près le prix du jeu la plupart du temps. Skyrim, on peut le trouver à 10€ frais de port compris quoi. Donc bref, on flashait ces lecteurs-là, alors en plus de ça, on se rend vulnérable au ban de la console, et quand la console est bannie, non seulement elle te bannit elle bannit la console, hein, pas le compte que vous utilisez, non, c'est la console qui est bannie, c'est pas votre compte, vous pouvez toujours l'utiliser sur une autre console. Donc elle bannit la console du live, mais en plus de ça, elle enlève certaines fonctionnalités, et elle fait une corruption dans votre sauvegarde qui fait que votre sauvegarde... pas votre sauvegarde, mais surtout votre compte qui est relié à vos sauvegardes de toute façon, donc ça rend vos sauvegardes inutilisables. Eh bien, vos sauvegardes ne fonctionnent plus qu'avec la console qui a été bannie, donc vous pouvez plus les transférer à une autre console. Donc c'est bon, après il y a un bidouillage qui ils demandent de démonter le disque dur et tout le bordel, qui vous permet de pouvoir régler ce problème du bannissement de votre compte, et donc voilà. Mais dès que vous mettez votre disque dur ou le disque dur d'un pote dans une console bannie, pof, ce compte se trouve corrompu. C'est magnifique, c'est complètement débile, parce que je comprends qu'on bannisse du Xbox Live, genre tricherie possible, etc., patati patata, mais par contre je comprends pas le fait qu'on corrompe votre compte. Ça c'est du local, il devrait pas du tout toucher au local. C'est complètement incroyable ce que Microsoft s'autorise à faire. Et d'ailleurs, à une époque, ils s'autorisaient à faire un autre truc, c'est transformer votre console en sapin de Noël. Ça, ils ont arrêté parce que c'est trop violent. Mais en gros, ils briquaient votre console à distance. Et pourquoi en sapin de Noël? Parce que, en fait, vous aviez les LED de façade qui clignotaient rouge, vert, etc. et qui clignotaient façon lampe de sapin de Noël. C'est un truc que Microsoft s'est permis de faire pendant très peu de temps. Et une de mes consoles a eu droit à ça, parce que bien sûr, comme c'est des consoles qui souvent viennent des poubelles, c'est parce qu'ils pouvaient pas les envoyer en garantie. Donc comme ils pouvaient pas envoyer la console en garantie, ça veut dire que la console, eh bien, elle avait sûrement un bidouillage non officiel. Donc en plus de ça, le fait de flasher votre console vous rendez inéligible à la garantie qu'on aurait bien aimé avoir. Donc je démonte le lecteur. Donc comme vous pouvez le constater, voici le PCB. Donc vous allez voir aussi un autre truc qu'ils sont autorisés à faire. Voici de la glu autour de l'EEPROM qui contient le firmware du lecteur. Ce qui veut dire que si votre PCB grille, vous êtes d'abord obligé d'enlever toute cette glu pour atteindre le composant, le dessouder et le ressouder sur un autre lecteur, parce que la clé unique qui se trouve là-dedans et qui est associée à seulement votre console doit être récupérée et doit être ensuite transvasée dans un autre lecteur si vous voulez pouvoir utiliser un autre lecteur. Donc, si votre PCB grille, vous n'avez plus de lecteur tout court. Et s'il est bien entendu plus sous garantie, votre console, eh bien, si votre console n'est plus sous garantie, vous pouvez vous la foutre au cul tout bêtement. Enfin, c'est la logique Microsoft, c'est magnifique, on dirait un iPhone, c'est... Oh là 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 là, mais quelle bande d'enfoirés des fois. Surtout que, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ça sert à rien. Si c'est pour empêcher le hack, on peut faire le hack via le Serial ATA, ça n'a aucun sens. Donc, ce truc-là n'a aucun sens, ça sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien, vu qu'on a toujours pu faire le hack par là, et non pas en soudant des fils là-dessus. Donc, c'est débile,
et ça vous limite dans l'utilisation du truc, donc c'est incroyable. Donc vous voyez que le lecteur ne s'était pas fermé jusqu'au bout, parce qu'il fait partie de ces lecteurs qui ont un problème. Donc si vous démontez le lecteur comme ça, vous pouvez utiliser ce petit truc ici, hop, pour ensuite l'ouvrir et récupérer votre jeu. Donc bon, au moins vous avez ça, vous avez que les yeux pour pleurer, sauf que vous récupérez votre jeu. Donc mais vous perdez votre console entière juste pour un lecteur foutu à cause du PCB. Si c'est la lentille, bien sûr, vous pouvez la changer. Donc voilà, hop, le lecteur. Donc ce qui l'empêche de s'ouvrir, c'est des fois le fait qu'il faut changer la courroie. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, hop. Voilà, des fois c'est juste parce que le lecteur s'ouvre de traviole comme ça, et ça bloque à moitié, et si ça fait ça, c'est pratiquement irréparable, c'est encore à cause de ce plastique tout pourri. Donc voilà, vous avez une courroie ici, et vous pouvez l'enlever, tac, et la remplacer tout simplement par un petit élastique, un bon petit élastique, hein, trouvez-en un correct, et logiquement vous n'avez pas de problème. Bon, j'arriverai pas à l'enlever comme ça, donc je vais, hop, m'aider d'un tournevis, tac, voilà, tac, hop, vous enlevez cette courroie et vous récupérez. Vous mettez ensuite une autre courroie dessus, hop. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça d'autre? Oui, vous avez la lentille. Alors, vous voyez à quel point la lentille est exposée à tout vent. Il n'y a rien du tout pour protéger, vous voyez, autour, là, ici, en bas et en haut et sur les côtés, pour pas que les poussières s'infiltrent entre les deux lentilles. Et c'est souvent ce qui tue les lentilles. Et c'est souvent chez les fumeurs d'ailleurs, parce que la fumée de cigarette fait un dépôt, etc. en passant dedans. Enfin c'est donc bon bah encore une raison d'arrêter de fumer, hein, bien sûr. Mais voilà, ça bousille les lentilles du coup, la fumée de cigarette. Mais en plus de bousiller les lentilles, sur cette lentille, vu qu'elle est exposée à tout vent, c'est beaucoup plus rapide. Ça se produit beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, la poussière standard, elle aussi est responsable de ce genre de problème. Alors pour réparer le problème de courroie, l'idéal souvent c'est de trouver ce genre de petit élastique. Alors ne me demandez pas d'où il vient parce que j'en sais rien en fait. Il vient très certainement avec une botte de radis, je ne suis pas certain. C'est un élastique de récup. Donc vous le mettez ici, tac tac tac, vous essayez de le glisser comme il faut, puis ensuite pouf, et voilà, normalement ça fait beaucoup plus d'adhérence. Et du coup ça permet de faire en sorte que le truc se ferme et s'ouvre comme il faut. Donc bref, c'est débile hein, comme problème hein, que Microsoft n'a jamais résolu en fait, hein, enfin en tout cas n'a jamais résolu, a mis beaucoup trop de temps à résoudre parce que j'ai remarqué que même les Lighton avaient ce problème-là, hein, donc c'est-à-dire jusqu'en mi-2008, fin 2008, il pouvait y avoir encore ce genre de problème, donc magique. Et donc bah voilà, ça c'est le lecteur Samsung, le pire, il combine tous les problèmes. Le Hitachi, il a moins de problèmes, mais je crois qu'il a toujours des petits problèmes de lentilles parfois, même si c'est beaucoup moins fréquent. Et alors le pire, par contre, alors pour information, le Hitachi, hein, personne le dit, mais c'est un Hitachi LG, hein, pour information. C'est exactement comme ceux que vous avez sur vos PC, hein, la plupart du temps. Les Hitachi LG, ceux qui font 2 ans et qui grillent en fait, enfin qui font 2 ans et que le tiroir ne s'ouvre plus en fait. C'est surtout ça le truc. Donc bref, voilà, c'est les mêmes Hitachi LG. Donc ensuite, il y a eu les BenQ et les Lighton, et ceux-là, bon, ils ont plus du tout de problème en dehors du fait que ils ont toujours ce tiroir qui déconne, parce que en fait ils ont gardé la même partie pour l'ouverture et tout ça, tout ce qui est plastique, etc. C'est pratiquement la même. Bon, c'est pas exactement la même, hein. Ils ont augmenté l'épaisseur du plastique à certains endroits, donc ça c'est une bonne chose. Mais sinon tout le reste c'est à peu près identique, c'est-à-dire que vous avez le même format, vous avez le même système d'éjection, enfin bref, et comme c'est le système d'éjection qui pose problème, il est juste mal foutu quoi, et ce problème là continue sur certains trucs. Je sais pas si les dernières FAT ont enfin réglé ce problème, mais en tout cas moi à ma connaissance ils ont jamais réglé ce problème, donc bon tant pis. Donc voilà ce qui conclura cette vidéo, hein, une vidéo sur une console bourrée de problèmes à sa sortie, qu'ils ont réglé les uns après les autres. Le premier à avoir été réglé, c'est le problème des condensateurs, ils ont réglé ça dans les 3-4 mois après la sortie. Donc seulement ceux qui ont une Day One ont des condensateurs Nichicon autour du CPU et du GPU qui ne supportent juste pas la chaleur, ils ne supportent juste pas du tout la température qui se trouve autour. C'est-à-dire que normalement ils sont
en fait, ils sont dits comme étant résistants à 115 degrés, tout comme ceux qui les remplacent, mais ceux qui les remplacent sont réellement résistants jusqu'à 115 degrés, donc ils ne gonflent pas dans ces situations-là. Et bon, pour information, le processeur se coupe dans les 120 degrés, donc ça veut dire que autour du processeur, on doit être dans les 80 degrés, à l'endroit où se trouvent les condensateurs. Donc bon, voilà, hein, c'est 80-90 degrés, on va dire. Donc bon, un vrai condensateur capable d'aller jusqu'à 115 peut aller jusqu'à 115 sans aucun problème. Et dans les nouveaux, ils ont mis de très bons condensateurs, c'est ou des Rubicon, ou carrément du Panasonic et du Sanyo. Donc en gros, franchement, ils ont bien amélioré les choses du côté des condensateurs. Du côté du reste, franchement, ils ont mis du temps, beaucoup de temps à régler ça, mais ils ont aussi réglé le problème du lecteur Samsung relativement rapidement aussi. Même s'ils ont continué à vendre des lecteurs Samsung longtemps, ils ont progressivement remplacé ça par des Hitachi, puis par d'autres trucs, et on va arriver en 2008, il n'y avait plus un seul Samsung de vendu, donc... Voilà, si les Samsung par contre se retrouvent très facilement sur le marché de l'occasion, c'est parce qu'ils étaient disponibles dans les consoles qui tombaient en panne du Red Ring of Death, quoi. C'est-à-dire toutes les consoles Day One et toutes les consoles, vous savez, qui sont conçues comme celles que je vous ai montrées là, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas d'HDMI déjà, par exemple, ont un lecteur Samsung. Pour pratiquement la totalité de ceux qui n'ont pas d'HDMI, ils ont un lecteur Samsung. Et donc ces lecteurs-là, vu qu'ils sont faciles à flasher et tout ça, ils sont retrouvés sur le marché de l'occasion, mais de partout, c'est juste un truc de dingue. Alors que faut les éviter comme la peste, c'est de la grosse merde ces lecteurs. Les Lighton et les BenQ sont tellement meilleurs, ils sont tellement meilleurs, c'est juste impressionnant. Ils font moins de bruit en plus, parce que j'ai oublié de dire un truc, enfin je l'ai quand même dit un petit peu en parlant du ventilateur à un moment, mais ce lecteur est une horreur. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Ce lecteur a une autre panne. Le lecteur qui... le CD qui vibre dans le lecteur et qui raye les CD. Ça, c'est horrible. Et la raison qui fait ça, c'est en fait une très légèrement malfermeture du truc. Vous voyez, en fait, à cause de la courroie qui patine, eh bien, des fois, ça se ferme et ça va, genre, au lieu de se fermer jusqu'au bout, ça va genre juste un petit peu avant. Donc du coup, ça soulève un tout petit peu le truc, et là, il y a le CD qui patine. Et ça, c'est horrible, mais ça peut aussi venir d'un autre truc. Et cet autre truc, c'est ça qui patine. L'aimant qui se pose sur le dessus est trop lisse. Donc du coup, eh bien, le CD a tendance à patiner dedans. Cette deuxième panne ne raye pas les CD, par contre. Mais elle fait un bruit épouvantable à chaque fois que le CD ralentit, on entend... C'est horrible, c'est horrible. Ce lecteur est une pure merde, et pour information, si je le connais si bien, c'est parce que ce lecteur fait partie des composants que j'utilise pour ma Xbox 360 personnelle, qui est juste une Xbox dans un état épouvantable. Ça pourrait peut-être être une idée de vidéo, ça, que je vous montre ma putain d'Xbox toute dégueulasse, pourrie à souhait, que j'utilise comme Xbox personnelle. Bah, pour information, si j'utilise ça comme Xbox personnelle, c'est parce qu'elle marche encore. C'est tout simplement pour ça. C'est une Xbox plus ou moins Day One qui marche encore. Je pense que sa seule différence avec une Day One, c'est que elle aussi elle a des condensateurs Rubicon plutôt que les Nichicon pourris. Mais en dehors de ça, tout le reste est comme une console Day One, elle a même ce lecteur tout pourri qui vibre dans tous les sens et qui fait un bruit épouvantable. Heureusement qu'on peut installer les jeux sur le disque dur maintenant, et heureusement que j'ai un disque dur de 150 Go pour tous les avoir installés dedans en fait. Donc bref, je crois que je peux terminer la vidéo là-dessus. Ça a été une vidéo particulièrement longue, mais j'espère particulièrement complète sur le sujet. Et donc j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!